J'ai 89 ans. Mon second mariage a été la plus grande erreur de ma vie. Voici ce que j'aurais dû savoir. Je regrette de m'être remariée trop vieille. Quand mon Alexei est mort en 1988, j'avais 51 ans. Je suis resté seul dans ce salon pendant 3 ans. Et là, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. En 1992, je me suis remarié. Il s'appelait Victor. Je suis resté avec lui 14 ans. Quatorze. Et je veux te dire quelque chose maintenant. Parce que quelqu'un qui regarde cette vidéo, en ce moment même, est sur le point de faire la même erreur que moi. Il y avait un signe d'avertissement. Tu comprends? Très petit. Tellement petit. Ma fille ne l'a pas vu. Ma sœur ne l'a pas vu. Mon prêtre ne l'a pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Si quelqu'un m'avait dit en 1992 ce que je m'apprête à te dire, je serais resté seul dans cette cuisine pendant 34 ans au lieu de 14. Je vais te dire quel était ce signe. Mais d'abord, tu dois connaître mon Alexei. J'ai épousé Alexei en octobre 1957. Il travaillait à la gare de Leningrad. Moi, j'étudiais pour devenir institutrice. On s'est rencontrés sur le quai de la gare de Moscou. Il a laissé tomber son chapeau. Je l'ai ramassé. Histoire vieille comme le monde. Histoire russe. Nous avons eu 31 ans ensemble. Tu comprends? 31. Il a construit cette datcha où je suis assise, de ses mains. Il a coupé le bois dans la forêt derrière la datcha. Il a construit cette maison, brique par brique. À partir de rien. Après son travail, chaque week-end, pendant 6 ans. Alexei était ce genre d'homme. Nous avons eu 2 filles, Anya et Larissa. Il leur faisait des tresses le matin avant l'école, chaque matin. Un père russe ne fait pas ça. Alexei, lui, le faisait. En mars 1987, il a commencé à cracher du sang. Cancer de l'estomac. Il s'est battu 1 an. 1 an. Il avait 53 ans quand il est mort. Le 14 septembre 1988. Il est mort dans cette maison, dans la chambre à l'étage. Je tenais sa main. Je l'ai enterré au cimetière du village, à 2 kilomètres d'ici. Je vais sur sa tombe tous les samedis depuis 38 ans. Alexei connaissait mon nom. Tu comprends ce que je dis? Il connaissait mon nom. Il m'a posé des questions sur ma mère, morte pendant le siège. Il m'a posé des questions sur mon frère, mort. Il m'a posé des questions sur ma grand-mère, qui m'a élevé. Alexei a été le seul homme à savoir qui j'étais avant même de me rencontrer. Je ne comprenais pas à quel point c'était rare. Je pensais que tous les hommes bien étaient comme ça. J'avais tort. En décembre 1991, l'Union soviétique a pris fin. Vous, les jeunes, vous lisez ça dans les livres d'histoire. Pour nous, cela voulait dire, Dieu merci, on ne va pas encore mourir de faim. Mais aussi, ma retraite, mes économies, la retraite de mon mari, partie. Du papier sans valeur. L'inflation a tout dévoré. J'avais 54 ans, seul, ruiné. Mes filles vivaient à Moscou avec leur propre famille. Victor est arrivé dans mon village au printemps 92. Il conduisait une Mercedes noire, neuve. Personne ne conduisait de Mercedes dans notre village. J'aurais dû comprendre tout de suite, mais je n'ai pas compris. C'était un ancien officier militaire. Charmante. Bien habillé. Il a baisé ma main quand on s'est rencontrés. Il avait 57 ans, veuf, disait-il. Sa femme était morte d'un cancer, disait-il. Comme mon Alexei, disait-il. Comme mon Alexei. C'est ce qu'il a dit. En Russie, on a un proverbe, confiance, mais vérifie. Je n'ai pas vérifié, tu comprends? Victor disait tout ce qu'il fallait dire. Il tenait la porte. Il apportait des fleurs. Il a réparé le portail de la datcha. Il a fait en sorte que ma fille Anya l'apprécie. C'est comme ça que ça marche, hein. Les plus malins, ils font que ta famille les aime. Et après, tu ne peux plus dire non. On s'est mariés en juin 1992, à l'état civil de Pouchkine. Je ne portais pas la bague d'Alexei à la cérémonie. Victor m'a demandé de l'enlever. Il disait que c'était irrespectueux pour le nouveau mariage. Je l'ai enlevée. Je l'ai mise dans une petite boîte en bois. 6 mois après le mariage, j'aurais dû partir. Je n'ai pas vu ce qui était juste devant moi. Alors je vais te dire le signe d'avertissement, maintenant. Tu écoutes? Pendant 14 ans de mariage avec Victor. 14 ans, tu comprends? Il ne m'a pas posé une seule question sur Alexei. Pas une seule. Pas, comment était Alexei? Pas, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Pas, comment est-il mort? Pas, tu penses encore à lui? Rien. Victor savait qu'Alexei avait existé. Il voyait les photographies.
Il voyait la datcha qu'Alexei avait construite. Il voyait l'alliance dans la boîte en bois. Mais il ne m'a jamais posé une seule question à son sujet. Au début, j'ai cru qu'il était respectueux. Je me suis dit que les hommes russes ne posent pas de questions sur les autres hommes. Je me suis dit qu'il ne voulait pas m'attrister. J'ai trouvé excuse après excuse pendant 14 ans. Un homme qui ne pose pas de questions sur celui que tu as aimé. N'aime pas celle que tu es devenue. C'est ça, le signe d'avertissement. Tu comprends? Si un homme ne te demande rien sur ton passé, sur ton mari mort, sur ton premier amour, sur ta mère morte, sur ton enfance, il ne te respecte pas. Il t'efface. Il veut une femme sans histoire. Parce qu'une femme sans histoire, c'est une femme sur laquelle il peut écrire ce qu'il veut. J'étais un livre. Tu comprends? Alexei m'a lu avec soin. Chaque page. Victor, lui, voulait une page blanche. Mais ce n'est pas là le pire. Je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais raconté à ma fille. En 1995, 3 ans de mariage avec Victor, il a commencé à me demander d'arrêter d'aller sur la tombe d'Alexei. Il disait que ce n'était pas bon pour ma santé. Il disait que je vivais dans le passé. Il disait que ça le gênait au village. Pendant 3 samedis, je n'y suis pas allé. Je suis resté assise dans cette cuisine, le samedi après-midi, et j'ai pleuré comme une enfant. Alexei était à 2 kilomètres de là, seul, et moi j'étais assise dans cette maison qu'il avait construite de ses mains, à écouter un autre homme manger son petit déjeuner. Mon Dieu! Au bout de 3 samedis, j'y suis allé quand même. J'ai dit à Victor que j'allais au marché. J'ai marché jusqu'au cimetière. J'ai nettoyé la pierre d'Alexei. Je lui ai dit que j'étais désolé. Je suis revenu. J'ai fait ça en secret pendant 11 ans. Tu comprends? 11 ans à mentir tous les samedis. En 2005, un samedi d'octobre, je suis rentré du cimetière plus tôt que d'habitude. La pluie s'était arrêtée, j'avais 40 minutes d'avance. Je suis monté dans la chambre à l'étage. Victor était dans notre lit avec une femme du village. Une factrice de 43 ans, mariée elle aussi. J'ai fermé la porte. Je suis descendu. J'ai préparé une tasse de thé. Ici, dans cette cuisine. À cette table. Je me suis assise. J'ai bu mon thé. J'ai réfléchi. J'ai réalisé que c'était l'homme qui m'avait demandé d'arrêter d'aller sur la tombe de mon mari mort, pour pouvoir faire ce qu'il faisait ici. J'ai enlevé mon alliance du second mariage. Je l'ai posée sur la soucoupe, à côté de la petite cuillère. Quand Victor est descendu 40 minutes plus tard, je lui ai dit « Tu as 1 heure pour quitter ma datcha ». Il a mis 2 heures. Je ne me suis pas battu avec lui. Il est mort en 2014. Insuffisance hepatique. Seul dans un appartement à Saint-Pétersbourg. Je l'ai appris par sa fille, à l'enterrement. Je n'ai pas pleuré. Je veux te dire la leçon, maintenant. Parce qu'elle m'a coûté 21 ans de ma vie. Alors, si tu m'écoutes et que tu es seul après avoir perdu quelqu'un que tu aimes, et que quelqu'un de nouveau frappe à ta porte, charmant, disant tout ce qu'il faut dire. Regarde une seule chose. Regarde s'il demande des nouvelles de celui ou celle que tu as perdu. S'il demande comment elle était, qu'est-ce qu'il faisait, comment est-il mort, est-ce qu'il te manque encore? C'est un homme, c'est une femme qui te voit. S'il ne demande rien, s'il évite le sujet, s'il change de sujet quand le nom apparaît, s'il te dit de passer à autre chose. Freeze. Un homme qui ne pose pas de questions sur celui que tu as aimé, n'aime pas celle que tu es maintenant. Il aime ce qui manque en toi. Il aime la chaise vide. Ne laisse pas la solitude choisir ta deuxième personne. Tu comprends? En Russie, on dit « mieux vaut marcher seul dans la neige qu'avec un étranger vers une mauvaise destination ». Je suis seul dans cette cuisine depuis 21 ans. Je ne suis pas triste. Aujourd'hui, c'est samedi. Je vais marcher jusqu'à mon Alexei, maintenant. Je lui apporte des érelles marinées. Je les ai faites en octobre. Il les aimait. Si quelqu'un m'avait dit en 1992 ce que je viens de te dire, je serais resté seul. À samedi prochain, mon Alexei. Pourquoi ce passage est la clé de tout le récit? Ce que vous venez de lire, ces quelques paragraphes, contient la sagesse d'une vie entière. Une femme de 89 ans, assise seule dans sa cuisine russe, résume 34 ans de bonheur, 14 ans d'erreur et 21 ans de paix retrouvée. Chaque phrase compte. Chaque silence aussi. Un homme qui ne pose pas de questions sur celui que tu as aimé, n'aime pas celle que tu es maintenant. C'est la thèse centrale. La narratrice a compris, trop tard, que l'amour véritable ne consiste pas à effacer le passé, mais à l'accueillir. Quand Victor évite soigneusement de parler d'Alexei, il ne fait pas preuve de discrétion. Il fait un tri. Il prend ce qu'il arrange dans la vie de cette femme, sa cuisine, sa datcha, sa solitude,
et il rejette ce qui le gêne. Son histoire, ses blessures, sa fidélité à un mort. Poser une question sur l'être aimé disparu, c'est dire « Tu as existé avant moi, et cette existence compte ». Ne rien demander, c'est dire « Ce qui compte, c'est ce que je peux prendre ». Beaucoup de personnes, après un deuil, se jettent dans une nouvelle relation sans comprendre qu'elles portent encore leur défunt avec elles. Un partenaire sincère le sait. Il n'essaie pas de rivaliser avec un mort. Il sait qu'il ne gagnera jamais, et il n'a pas besoin de gagner. Il a seulement besoin de faire de la place. Il aime ce qui manque en toi. Il aime la chaise vide. Cette image est magnifique et cruelle. Victor n'aime pas la narratrice. Il aime le trou qu'Alexei a laissé. Pourquoi? Parce qu'une personne qui souffre, qui est seule, qui a perdu ses repères, est vulnérable. Elle accepte des choses qu'elle n'accepterait pas autrement. Elle dit « oui », plus vite. Elle confond la gentillesse avec l'amour. Victor a vu une femme de 54 ans, veuve, ruinée par l'effondrement soviétique, isolée dans un village. Il n'a pas vu une personne. Il a vu une opportunité. La chaise vide, c'est l'absence qu'il peut remplir sans jamais avoir à justifier ses propres manques. Il n'a pas besoin d'être un bon mari. Il a seulement besoin d'être là. Et pour elle, au début, être là a suffi. Mais une relation construite sur la solitude de l'autre ne tient pas tôt ou tard, le vide se referme. Et celui qui n'aimait que l'absence disparaît à son tour. Ne laisse pas la solitude choisir ta deuxième personne. Voilà le conseil le plus pratique de tout le récit. Quand on a perdu l'amour de sa vie, on est tenté de croire que n'importe quelle présence vaut mieux que l'absence. C'est faux. La solitude rend aveugle. Elle transforme des signaux d'alarme en preuve d'attention. Elle fait dire « au moins, il n'est pas violent » ou « au moins, il me tient compagnie ». La narratrice dit « j'aurais dû rester seule dans cette cuisine pendant 34 ans ». Elle ne dit pas que la solitude est agréable. Elle dit que la solitude est préférable à une relation qui vous efface. Être seul, c'est garder le contrôle de son histoire. Accepter quelqu'un qui ne vous respecte pas, c'est signer un contrat où vous perdez tout. Mieux vaut marcher seul dans la neige qu'avec un étranger vers une mauvaise destination. Proverbe russe typique. La neige, chez nous, n'est pas un décor poétique. La neige tue si vous vous perdez. Marcher seul, c'est risqué. Marcher avec un mauvais guide, c'est pire. Car vous allez dans la direction qu'il choisit, vous épuisez vos forces à le suivre, et au bout du chemin, il n'y a rien. Dans le cas de la narratrice, la mauvaise destination n'est pas géographique. C'est une vie où elle ment tous les samedis pour aller fleurir la tombe de son vrai mari. C'est 11 ans de secret. C'est l'humiliation de trouver un inconnu dans son propre lit. C'est, au final, le temps perdu. Irreparable. Je ne suis pas triste. Cette phrase est la plus surprenante. Comment une femme seule depuis 21 ans, qui a vécu un second mariage catastrophique, peut-elle dire « je ne suis pas triste » ? Parce que la tristesse, pour elle, c'était Victor. C'était de trahir Alexei en restant assise dans cette cuisine pendant que son tombeau restait sale. Aujourd'hui, elle est seule, mais elle est entière. Elle n'a plus à mentir. Tous les samedis, elle marche jusqu'au cimetière. Elle parle à Alexei. Elle lui apporte des érelles marinées, détails minuscules et bouleversants. C'est une présence qui ne demande rien, qui ne trompe pas, qui ne fait pas mal. Elle n'est pas triste, car elle a retrouvé ce qu'elle avait perdu, la vérité de son lien avec Alexei. Victor n'était qu'une parenthèse. Une parenthèse coûteuse. Mais refermée. À samedi prochain, mon Alexei. Cette dernière phrase est une prière. Pas religieuse. In time. Elle parle à un mort comme s'il était vivant. Et c'est sain. Parce qu'Alexei est vivant en elle. Il ne la juge pas. Il ne lui demande pas d'oublier. Si vous avez aimé profondément une fois, vous savez que cet amour ne meurt pas. Il change de forme. Il devient un rendez-vous hebdomadaire. Une promenade sous la pluie. Un bocal d'érelles. La narrateur ne dit pas « ne vous remariez jamais ». Elle dit « ne laissez pas la solitude vous aveugler ». Avant de dire oui à une nouvelle personne, posez-vous une seule question. Est-ce qu'elle me pose des questions sur qui j'étais avant elle? Si la réponse est non, restez seul. Marchez dans la neige. Elle vous mènera quelque part. Un étranger, lui, vous mènera nulle part.